Bonjour à tous et à toutes. C'est pas le logo de l'SIM qui s'affiche, c'est le logo de ma société, C-Level Advisory. Donc C-Level en anglais, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire directeur, parce que CEO, CFO, CDO, CTO, etc., tous les directeurs ont un chief quelque chose dans leur titre, et donc on appelle ça des C-Level. Voilà. Donc en gros, ma société a pour but de conseiller les directions. Donc, je vais me présenter en 2 minutes, mais avant tout, le sujet de la matinée, c'est de vous parler du no-code. Donc, on va y arriver tout de suite. Pour ce qui est de mon parcours, avant toute chose, donc j'ai un parcours d'ingénieur, je suis centralien, j'ai fait un DEA en IA également. Alors, ce qu'on appelle DEA, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle un M2. J'ai également fait une école de commerce, un master. Et après, vous avez mon parcours sur le côté. Alors, il n'y a pas toutes les sociétés. J'ai commencé chez Air Liquide. Ça ne m'y figure pas. Je me suis occupé du réseau informatique d'Air Liquide à l'époque. Il y a KPMG, c'est une société de conseil que vous connaissez peut-être, qui est parmi les grandes sociétés de conseil au monde. Il y en a cinq, enfin quatre maintenant. On les appelle les Big Four. Après, j'ai créé une société qui s'appelle Open Bourse, enfin qui s'appelait, et c'était une belle aventure. J'ai ensuite rejoint la Société Générale où j'étais conseiller Internet auprès de la présidence, puis ensuite responsable de la stratégie digitale de la banque, jusqu'à être Chief Digital Officer. Et ensuite, j'ai voulu tourner la page et aller sur d'autres horizons. Donc voilà. Donc j'ai créé ma société et c'est l'aventure qui m'anime aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de systèmes. Et parmi les choses qui m'ont le plus intéressé, il y a tout ce qui tourne autour du digital. Et lorsqu'on parle du digital, si on peut zoomer sur un sujet en particulier, le no-code est vraiment pour moi un sujet qui est en disruption complète avec ce que l'informatique a connu jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle je m'y intéresse beaucoup. Voilà. Alors, j'ai d'ailleurs cofinancé un film sur enfin, sur le no-code qui s'appelle La Révolution no-code. Donc je suis un petit financeur, hein. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu ces financements participatifs. Vous voyez peut-être des sociétés que vous connaissez là-dedans, Wiglot qui est une belle pépite française. Euh, et il y en a d'autres. Et donc ce film-là vous présente le no-code vu par des gens qui ne sont pas des informaticiens à la base. Il y a d'autres volets qui seront sans doute rajoutés pour le no-code vu par les informaticiens, le no-code vu par les petites sociétés, le no-code vu par les grandes sociétés, les grandes entreprises. Donc tout ça, c'est en devenir. Mais en tout cas, ce premier film existe, il est en libre accès sur YouTube. Vous pouvez le trouver, il dure 45 minutes à peu près. Et si vous cherchez mon nom, vous le verrez dans le générique de fin. Voilà. Alors, allons-y sur le no-code. La première question qui peut se poser, ah oui, la révolution no-code, vous n'y échapperez pas. Ça, je peux vous y assurer. Alors, le premier point, c'est quoi le no-code? Après, on va se poser la question pourquoi faire du no-code. Après, on va s'interroger sur le profil idéal pour faire du no-code. Et on va parler en particulier du profil Product Builder no-code. Et puis, on va conclure. On va laisser un petit peu de temps pour les questions. Donc, je vais aller vite sur certains slides. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le no-code avant toute chose? Le no-code, hein, c'est un ensemble de plateformes qui permet à un non-développeur de réaliser des travaux complexes sans savoir développer. Donc, quand on dit ça, on a à peu près tout dit, mais on n'a pas dit grand-chose. Un ensemble de plateformes, on ne sait pas lesquelles. Donc, si c'est un ensemble, c'est peut-être pas une seule. Permettre à un non-développeur, d'accord, mais est-ce que les développeurs peuvent l'utiliser? Bien oui, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. De réaliser des travaux complexes. Donc, c'est-à-dire que malgré tout, on fait des choses qui sont un petit peu poussées. Et sans savoir développer. Bon, si on sait développer, c'est pas un problème. Je dirais même que c'est surtout un avantage. Donc, voyez ce point-là surtout comme un point positif pour vous, puisque vous êtes dans une école d'informatique. Et en plus, ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre le no-code.
Donc, ça vous donne une carte de plus en termes de compétences. Et vous allez voir que ça n'est pas du tout inutile. Alors, les plateformes de code, il y en a dans plein de domaines. Et elles sont spécialisées en général. Vous avez des plateformes de testing, de chatbot, de workflow, d'automatisation, de formulaire, de développement mobile, de développement web, de data, d'IA, d'IoT, de big data, hein, j'insiste, même si big data, c'est en général des solutions très lourdes. Les meilleures solutions de big data aujourd'hui sont des solutions no code. Et je pourrais vous en parler en connaissance de cause. Alors, si on met quelques noms sur tout ça, alors j'ai récupéré une infographie hein, qui résume un petit peu le sujet, mais sans mettre tout, parce que ça bouge en permanence. Et là, sur cette map, vous allez voir quelques outils qu'on présente, enfin que j'ai présentés en cours de E1 ou E2. Donc, vous voyez Glide, vous voyez Card, hein, Card, c'est cette icône-là. Vous voyez, alors Notion, on l'a vu pour certains, Make également, pour les E2, etc. Donc il y a un certain nombre d'outils là-dedans qui sont des outils que certains connaissent, hein, ceux qui ont eu la chance d'avoir un cours no-code, les autres peut-être pas encore. Et si ça pique votre curiosité, n'hésitez pas à y aller. Le gros avantage des plateformes no-code, c'est qu'en général, il y a toujours une formule gratuite pour commencer à apprendre l'usage de la plateforme. Donc cette version gratuite, profitez-en et faites des choses avec. Et c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine d'ailleurs, avec les E1. On travaille sur certains de ces outils. Et j'étais hier avec l'équipe des E1 sur Glide. D'ailleurs, j'ai un message pour eux. Le problème qu'on avait est débloqué, donc on va pouvoir poursuivre le développement de notre application Glide dès lundi prochain. Et j'ai hâte de vous retrouver. Voilà. Donc le message perso est passé. Je continue. Alors, je voudrais répondre à quelques fausses idées, hein, quelques fausses idées reçues. Le no-code, c'est une solution informatique au rabais pour les non-informaticiens. Alors, objectivement, non. Non. Donner une application, enfin, donner une plateforme no-code entre les mains de votre cousin, de votre mère, de votre voisin, s'il a jamais entendu parler d'une organisation des données et de jointure, il pourra pas s'en sortir. Il fera un écran et arrive au deuxième, il saura plus faire. Donc non, les solutions no-code, ce sont des solutions qui sont simples, certes. L'apprentissage est rapide sur une plateforme no-code. Malgré tout, le fait d'avoir une formation d'informaticien est nécessaire. C'est pas indispensable, parce qu'on peut faire des choses, mais c'est nécessaire. Si on veut bien les faire, c'est indispensable. On ne construit pas un modèle de données à la va-vite. Il faut y réfléchir. Il faut passer en première, deuxième et troisième forme normale. Il faut s'assurer qu'on a respecté les standards du marché, etc., etc. Donc, vous allez le voir à la fin, les plateformes no-code intègrent des bases de données, intègrent la gestion des modèles de données, et c'est indispensable de savoir gérer ce genre de choses. Donc, non, le no-code n'est pas une solution pour faire de l'informatique au rabais. Le no-code est utilisable que pour faire des protos. Bah non, 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 surtout pas. Bien sûr, vous pouvez faire des protos avec le no-code. Les plateformes no-code sont capables de tenir malgré tout de très très grosses charges. Et quand je vous dis qu'il y a des outils big data no-code, il y a des grosses charges qui sont derrière. Donc on parle de plusieurs millions de lignes de code. Et malgré tout, c'est du no-code. Il y a des plateformes dédiées d'ailleurs de no-code pour soutenir la charge. Je vous donne un nom au hasard, Xano, Xano. Eh bien, cette plateforme, Xano, elle devait être d'ailleurs quelque part ici. Voilà, Xano. Vous l'aviez ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur de la souris, mais voilà, en haut. Xano, c'est une plateforme no-code pour soutenir de très très grosses charges. Donc, si la plateforme que vous utilisez, Glide ou autre chose, n'y parvient plus, eh bien, vous pouvez placer sur cette plateforme, vous pouvez placer sur BigQuery, vous pouvez placer sur plein de plateformes, parce que le propre du no-code, c'est de s'interfacer très facilement.
Troisième fausse idée reçue, le no-code, c'est uniquement des solutions grand public, mais c'est pas des solutions industrielles pour pour les grandes boîtes. Euh, alors là-dessus, on peut dire que l'histoire a démarré par des solutions grand public. Alors l'histoire récente, parce que le no-code, si on fait l'histoire du no-code, et ceux qui m'ont suivi en cours le savent, le fait de programmer quelque chose sans code, à l'époque des Égyptiens, on le faisait déjà. D'accord? On programmait des automates sans langage de programmation. Donc ça, on peut remonter très très loin. Et, euh, et le no-code, si on remonte à l'histoire récente, hein, c'était introduit par Apple en 1987 avec les piles HyperCard. Et cette solution-là a été maintenue jusqu'en 2004, donc 1987-2004. C'est quand même une grosse histoire. Et les piles HyperCard d'Apple fonctionnent encore, on peut toujours les faire fonctionner. C'est assez remarquable. Ce sont des programmes no-code qui tournent toujours. Donc le no-code est relativement ancien. Et le no-code existe aujourd'hui pour le grand public, bien sûr, et ça a démarré pour le grand public, et notamment les premiers kits de développement pour Android, première, deuxième et troisième version d'Android, c'était uniquement un kit no-code pour développer, qui s'appelait App Inventor, et qui est encore maintenu aujourd'hui et qui existe toujours, qui est maintenu par le MIT. Aujourd'hui, la différence, c'est que depuis 2, 3, allez, 4 ans, les éditeurs sont passés au no-code. Donc les éditeurs, on peut penser à Appian, on peut penser à OutSystem, on peut penser à Microsoft, on peut penser à tous ces gens-là, sont passés au no-code et proposent des solutions. Alors les solutions qui sont proposées pour les entreprises ne sont pas des solutions grand public et sont difficilement abordables pour le grand public. Aujourd'hui, éventuellement, vous pouvez imaginer utiliser les plateformes Microsoft, mais l'intérêt est limité parce que la plateforme Microsoft No Code ne s'utilise que dans l'AD de Microsoft. Donc, il faut que vous montiez une AD et puis il faut que vous montiez ensuite votre outil No Code. Donc, c'est assez limité comme usage si vous n'êtes pas une entreprise. Par contre, hein, d'autres outils, OutSystems par exemple, sont des solutions professionnelles. La licence pour une application, et encore, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, c'est 30 000 € par an versus une licence grand public sur un outil lambda, vous en trouvez des licences à 20 € par mois. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence. Mais aujourd'hui, clairement, tous les gros éditeurs passent au no-code, Salesforce, SAP, Microsoft, etc. Donc ils sont tous sur des solutions qui proposent du no-code. Quatrième fausse idée reçue, le no-code est une niche et le restera. Eh bien non. Eh bien non. Le no-code intègre les cadrans du Gartner aujourd'hui, c'est officiel. C'est même pas aujourd'hui, hein, c'est depuis quelques années déjà. Et le Gartner a annoncé 25% de croissance en 2023 sur le marché du no-code et annonce que 70% des devs seront faits en no-code d'ici 5 ans. Alors l'annonce elle a été faite en 2022, donc d'ici 5 ans, c'est-à-dire d'ici maintenant 3 ans. Et vous allez voir que le sujet est en pleine effervescence, effectivement. Cinquième fausse idée, le no-code, c'est la mort des codeurs. Eh bien non. Non, non. Les outils no-code sont développés avec des outils de coding traditionnels. Donc, sans codeur, il n'y aurait plus de no-code, premièrement. Deuxièmement, les outils, alors on parle de no-code, mais il y a un autre vocable hein, qui est le low-code, L-O-W. C'est du no-code et du coding mélangé. D'accord? Et donc, tout ce qu'on peut faire en no-code, on le fait en no-code, et ce qu'on peut pas faire en no-code, on le fait en coding, et on fait cohabiter les deux. Donc, demain, les codeurs utiliseront à la fois du code et du no-code pour être plus efficaces. Maintenant, il y aura deux générations. Il y aura la génération des codeurs qui mettront un vernis no-code et qui feront, on va dire, allez, 80% de leur application en coding et 20% en no-code pour faire plaisir à leur ego ou à leur chef. Et il y a l'autre génération qui auront pris le sujet par l'autre bout, qui connaîtront bien l'écosystème no-code et qui vont faire 80% de l'application en no-code et 20% en coding.
Et clairement, c'est eux qui vont gagner parce qu'en termes de productivité, ils seront à des années-lumière par rapport aux autres. Donc ça, c'est une chose très importante à avoir en tête. Non, no code ne s'oppose pas au coding. Les deux vivront ensemble et c'est certain. Donc voilà pour le premier chapitre. Je regarde le timing. Ouais, il faut que j'accélère peut-être un peu. Pourquoi faire du no-code? Alors, j'ai une question à vous poser, c'est peut-on bâtir le futur avec les technologies du passé? Vous êtes à l'école, vous allez sortir des bancs de l'école et vous allez intégrer une société. Cette société, bah, elle attend de vous que vous soyez performant, que vous soyez capable de l'aider à se transformer et à affronter l'avenir. La réponse à la question, c'est peut-être oui, c'est peut-être non. Et en fait, il y a deux réponses. La première réponse, c'est oui, parce que ça s'est toujours passé comme ça. On utilise bien sûr les technologies du passé pour bâtir le futur. Donc oui, on peut bâtir le futur avec les technos du passé, et ça s'appelle de l'amélioration continue, voire de l'amélioration incrémentale. D'accord? Donc oui, c'est possible. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que seul un challenger qui utilisera de l'innovation de rupture sera en capacité de détrôner un leader. Exemple, SpaceX. SpaceX a cassé complètement la vision des vols vers l'espace en imaginant une réutilisation complète de ces boosters, ok, de son lanceur. Clairement, il y a une rupture, il y a une innovation de rupture dans sa manière de voir les choses. Et aujourd'hui, alors que le leader, c'était plutôt Arianespace, hein, eh bien aujourd'hui, Arianespace est derrière. Arianespace n'a pas cette techno et un challenger sur tout le monde, enfin que sur très peu de personnes pariaient, a dépassé tout le monde et aujourd'hui est le leader mondial parce que l'innovation de rupture lui a permis de dépasser tout le monde et de faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est un leitmotiv. Regardez tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsqu'on a inventé la voiture, eh bien, les calèches se sont arrêtées. L'innovation de rupture, ça a été de mettre un moteur, d'être capable de conduire un véhicule, etc., etc. Là, l'innovation de rupture, c'est le no-code. C'est le no-code. Pourquoi? Parce que en termes de productivité, on n'a jamais, on n'a jamais eu une techno en informatique qui fait un tel bond de productivité. C'est un gap énorme de ce point de vue-là. Alors, la productivité, c'est quoi? C'est la rapidité plus la baisse des coûts. Mais le no-code apporte également la facilité d'apprentissage, donc l'agilité, puisqu'on peut aller vite, l'interopérabilité, parce on peut connecter un système no-code à un autre. Rappelez-vous, le premier slide, je vous ai montré plein de plateformes no-code. En fait, ces plateformes discutent entre elles. Ces plateformes discutent entre elles grâce aux API. Alors certains ont vu les API, d'autres les ont pas vus, mais vous les verrez bientôt, si c'est pas encore le cas. Et les API, c'est le moyen entre systèmes de dialoguer. Ok. Eh bien, il n'y a pas une seule plateforme no code qui ne fonctionne pas par API. Voilà. Et donc, c'est ce qui donne toute la force au système, c'est qu'on utilise des outils qui sont spécialisés. Et l'estimation, c'est que en général, on dit que le no-code peut faire 90% d'une application pour 10% du budget. Et donc là, on n'a pas tout fait, on n'a fait que 90%. Donc soit on avait trop prévu et puis on s'arrête là, et c'est bon, on a dépensé 10% du budget, soit on veut faire les 100% et on va faire du coding à côté et on va interfacer les deux. Et donc on va être non pas en no-code pur, mais en low-code. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. La productivité, elle va être vraiment au rendez-vous. On vous a appris, et c'est pas faux, l'informatique a gagné en agilité avec des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes agiles, avec les méthodes Scrum, avec les méthodes de prototypage, etc. Mais le gain est pas aussi important. Et aussi et surtout, le gain euh, n'est même pas garanti à chaque fois. Alors que là, le gain, vous l'avez, il est garanti. Voilà, on peut quasiment s'y engager.
D'ailleurs, dans mon cours, hein, pour ceux qui ne sont pas dans mon cours, dialoguer avec les personnes en première, en deuxième année, on réalise des applications en live, en séance. Et quand je dis des applications, c'est pas une, c'est plusieurs. Et et le défi que je me lance, c'est de demander aux gens à qui je fais cours qu'est-ce qu'ils veulent faire comme application, et on fait l'application qu'ils veulent. Donc, c'est pas préparé à l'avance. C'est complètement discuter et travailler en live. Donc il n'y a pas de. Je peux pas. Enfin, c'est sans filet, quoi. Je travaille sans filet et on y arrive. En général, on y arrive. Alors bien sûr, c'est pas dans le. On n'a pas toutes les fonctionnalités. Si on veut faire, par exemple, un site de vente en ligne, on ne pourra pas mettre du Stripe derrière parce qu'on n'a pas payé la licence pour ça. Mais on pourrait. Hein. Le no-code permet de mettre du Stripe derrière votre code, votre application smartphone, votre application web, et vous pourriez faire du paiement en ligne. Euh, donc on peut aller très très loin. Et on peut aller très très loin, très très vite. C'est ça qui est impressionnant. Alors après, on parle d'agilité, d'interopérabilité. Euh, Chaque plateforme sera agile dans son propre domaine. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles sont spécialisées. Elles sont spécialisées pour être efficaces et vraiment excellentes dans leur domaine. Et lorsqu'elles sortent de leur domaine de compétences, ben, il ne faut pas leur demander de faire à la place à la place d'un autre. Il faut lui demander d'aller communiquer avec l'autre plateforme pour échanger l'information utile, et c'est l'autre plateforme qui va prendre la main. Et l'autre plateforme, on peut l'encapsuler dans la première, on peut faire des frames, et puis on n'a pas on se rend pas compte qu'on passe d'un outil à l'autre, mais très concrètement, c'est ce qui se passe. On fait cohabiter les différents outils et on avance très vite parce que chaque outil est spécialisé. Donc ça suppose, nous, qu'on connaisse différents outils, mais en général, comme je vous l'ai dit, ces outils sont simples, donc on peut aller relativement vite. Après, un autre point qui est hyper important, alors j'aimais bien ce t-shirt à l'époque, qui se vend toujours d'ailleurs. C'est pas un bug, hein, c'est juste une fonction non documentée. Oui, alors c'est une manière sympa de prendre le contre-pied et de dire qu'on n'a pas fait de bug dans l'appli, mais objectivement, est-ce que il y a des bugs dans les applis? Est-ce qu'il y a des bugs qui font planter les applis qu'on fait en no-code? Non. Il n'y a plus de bugs. Il n'y a plus de plantage d'appli. Il peut y avoir par contre euh, le fait qu'on ne réalise pas ce qu'on avait envie de faire parce on a mal interfacé ou on a mal géré. Ok. Donc ça peut arriver. Mais il n'y a pas de plantage. Il n'y a pas arrêt brutal de l'application avec plantage et message d'erreur. Ça n'arrive plus. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Si vous êtes sur une plateforme qui est capable de gérer l'ensemble du processus de construction de votre outil no-code, hein, de votre application, eh bien vous avez moyen de capter euh, la totalité des enchaînements et de dire ben, c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut agir parce que c'est là que ça perd, ça ne va pas vers là où ça doit aller. Donc, il n'y a plus de bugs, hein, il n'y a plus de problème de compilation, il n'y a plus de problème de link, etc. Non, là, on est bon et on est bon et on est capable d'avancer au fur et à mesure et de voir où on est le développement, le processus. Donc ça, c'est un acquis. Il y aura sur la plateforme no code, on ne voit plus le message d'erreur. Alors, pourquoi c'est en pleine effervescence? Pourquoi c'est un sujet qui est d'actualité? Alors, je sais pas, c'est peut-être pas là que j'avais prévu de mettre ce slide. Je suis désolé, j'ai dû les copier et oublier de les effacer. Donc, on va passer. Alors, le chapitre, c'est pourquoi euh, aller vers le no-code. Eh bien, d'abord, quand on est une startup, on va vers le no-code parce que c'est pas cher, c'est rapide et c'est simple. Ok. Euh, voilà. Ensuite, quand on est une startup, on est observé par les grands groupes et en général, on est un laboratoire pour les grands groupes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fonctionne dans les startups, en général, on le retrouve quelques années plus tard dans les grands groupes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les méthodes agiles, avec le Lean Startup, etc. D'accord?
Donc aujourd'hui, hein, on voit arriver, alors quand je dis aujourd'hui, c'est même plutôt depuis 2 ans, on voit arriver les grandes boîtes. Alors là, je vous ai mis beaucoup de boîtes du CAC 40, mais pas que. Je vous ai mis également un mastodonte américain, Salesforce. Euh, eh bien, toutes ces boîtes-là ont une équipe no-code, toutes, sans exception. Ok. Euh, je suis également prof à Télécom Paris, euh, auprès de qui je fais aussi un cours sur le no-code. Télécom Paris, qui est quand même la première école du digital en France, eh bien, il s'intéresse quand même au no-code. Ok. Eh bien, j'encadre des thèses professionnelles. Euh, J'encadre quelqu'un qui est chez L'Oréal dans l'équipe no-code, qui est chez LVMH dans l'équipe no-code, cette année. Ok. Je vous dis que j'ai passé 20 ans à la Société Générale et je m'occupais du digital et de la stratégie digitale de la banque. J'ai quitté en étant Chief Digital Officer. Euh, j'ai lancé l'initiative No Code en 2010. Euh, Aujourd'hui, l'initiative No Code, elle a été reprise avec brio par des collègues qui ont même monté une association et qui font aujourd'hui vivre cette association qui réunit 8000 DSI. 8000 DSI en France. Voilà. Euh, c'est quand même pas rien, d'accord? Et le premier sujet de cette association, c'est le no-code. On va y venir. Je vais vous montrer ça. Donc concrètement, toutes les grandes boîtes y vont vers le no-code. Toutes, sans exception, parce que ça a fait ses preuves, parce que ça apporte vraiment enfin, de la productivité et qu'une direction informatique doit apporter de la productivité à sa société. C'est indispensable, sinon elle n'est pas crédible ou ou elle va être challengée par sa direction générale. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je suis à peu près dans les temps. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir quelle est la formation idéale pour un ingénieur qui voudrait faire du no-code. Alors, c'est là que on retrouve les slides qui étaient plus hauts et que j'ai oublié d'effacer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement français et France Compétences ont validé depuis début 2024, pardon, que le métier de Product Builder No-Code était devenu une priorité de l'enseignement supérieur. Ce nouveau métier est officiellement reconnu parmi les nouveaux métiers émergents. Ok. Donc, euh, il va y avoir une envolée de formation sur ces profils-là, c'est sûr et certain. S'il y a une reconnaissance de ce besoin, c'est parce que les sociétés ont fait remonter l'info et ont fait savoir auprès du gouvernement que ces profils-là étaient utiles. Donc, il y a eu une envolée dans les startups, qui a donné une envolée dans les grands groupes, qui est arrivé à une pénurie de profils, hein, parce que les profils qui sont no-codeurs, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et donc, objectivement, la formation Product Builder No-Code, elle va se créer, elle existe à certains endroits, elle va être redéfinie parce que peut-être que tout le monde n'a pas mis la même chose dedans, mais globalement, c'est en pleine évolution et en plein essor. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Product Builder No-Code? Alors, c'est quelqu'un qui va travailler sur des projets digitaux, a priori des projets digitaux qui ont un impact pour l'entreprise, parce que le Product Builder No-Code est une personne rare. Donc, on met les profils rares sur des sujets importants pour l'entreprise. Et le Product Builder No-Code, c'est quelqu'un qui touche aux technologies No-Code, bien sûr, aux technologies IA, qui sont indissociables du No-Code aujourd'hui, et qui a également une approche produit. Alors, une approche produit, par exemple, si vous travaillez chez LVMH, c'est-à-dire que vous allez travailler avec les directions qui font les produits de LVMH. Donc les produits, c'est les sacs à main, c'est les malles de voyage, etc. Si vous êtes chez L'Oréal, ça va être les produits de beauté. Si vous êtes chez Stellantis, ce seront les voitures, etc. Donc concrètement, le profil no-code que je vous décris, le product builder no-code, c'est quelqu'un qui est très proche de deux métiers à la fois, hein, qui est très proche de l'informatique
et qui est très proche des lignes de production métier. Donc c'est quelqu'un qui doit comprendre ces deux univers. Donc ça veut dire que c'est un profil mixte. C'est pas un profil pur IT, sinon ça marcherait pas. Et par contre, euh, là où, euh, là où la rareté s'exprime, c'est sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce profil-là. Donc c'est lui qui va faire aussi. Ok. Il n'est pas chef de projet et puis il délègue et puis il fait faire. Il est chef de projet de son projet et en général c'est lui qui va porter le projet. Alors on peut travailler en équipe hein, sur les outils no-code, il y a pas de problème pour ça. Mais en général, le product builder, il est builder. Ok, c'est lui qui va faire. Hein. Et donc s'il ne fait pas, au moins il sait faire. Et donc là, il est capable de faire vite et de livrer vite. Hein. Le maître mot, c'est je teste vite et je corrige vite. Hein. Donc je corrige quoi? Je corrige la présentation, je corrige le workflow, je corrige ce genre de choses. Les bugs, j'en corrige plus parce il y aura plus de bugs. Ça, je vous le garantis. Il n'y a pas de bug possible. Il y a juste une mauvaise compréhension du besoin, une mauvaise interprétation. Votre modèle conceptuel de données, votre MCD sera pas bon, vous le corrigerez, mais ça sera pas autre chose que ça. Donc il est à la frontière entre la ligne produit, entre la technique et aussi peut-être le design, parce que c'est important de s'intéresser à cette notion de design. Et on le voit pour certains, ceux qui sont avec moi, on apprend à faire notamment du design thinking. Alors très 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 vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais je vous en parle. Et le design thinking, enfin, vous en faites sans le savoir. Vous l'utilisez sans le savoir parce que le design thinking, c'est quelque chose qui, par exemple, est présent dans tous les produits Apple. Hein. Donc, mais pas que. Par exemple, quand vous passez aux caisses chez Monoprix, le scanner de QR code qui est utilisé par la caissière pour scanner pour scanner les codes où il y a les prix, ça a été inventé par design thinking. La chaise pour poser le bébé quand vous faites les courses dans votre caddie, ça a été inventé par design thinking, etc., etc. Donc le design thinking, ça fait beaucoup de choses et ça fait également beaucoup de choses non seulement dans l'industrie, dans les produits physiques, mais aussi dans l'informatique aujourd'hui. Donc c'est un profil qui est rare, qui est recherché. Tout ce qui est rare est cher. D'accord? Donc dites-vous bien ça. Alors, quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances qu'il doit avoir? Ben, il doit avoir des connaissances en base de données, en architecture, parce qu'il faut interfacer plusieurs outils. Il faut savoir structurer les données, donc première, deuxième, troisième forme normale, c'est indispensable. Il faut savoir maîtriser les API. Il faut également savoir faire du design d'application, UX, UI, User Experience, User Interface. Ok. Il faut avoir des notions, mais si vous avez plus, c'est pas grave, je dirais que c'est même mieux. Mais en tout cas, des notions d'HTML peuvent être nécessaires. Du JavaScript, c'est bien, du SQL, c'est bien, du Python, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Mais en tout cas, si vous voulez faire du no-code, pas besoin. Si vous voulez faire du low-code, bah, il faudra. Voilà. Euh, Après, chaque outil amène son écosystème de développement, ou vous permet d'utiliser des écosystèmes existants. Et après, ce qu'il faut, c'est avoir des méthodes de travail, parce que c'est tellement simple qu'on a envie de commencer tout de suite. Mais non, il ne faut pas commencer tout de suite. Il faut déjà faire un design de prototype. Il faut également, parmi les fonctionnalités, être capable de classer les fonctionnalités qui vous apporteront le plus de valeur au client. Et là, on est plutôt sur des méthodologies de product manager, hein, le double diamant, le RICE, etc. Donc, c'est ces approches-là qui vont vous aider à trier les fonctionnalités pour mettre uniquement les fonctionnalités qui sont importantes. Donc, voilà les connaissances qu'il faut avoir pour un product builder no code. Et si on parle des débouchés aujourd'hui, ce qui est rare est cher. Et donc, en général, vous avez une entrée sur le marché qui est un salaire plus élevé. On parle de entre 40 et 55 000 euros par an. C'est pas moi qui le dis.
J'ai repris un article qui est dans la presse. Je pourrais vous le transmettre s'il faut. J'ai pas eu le temps de le mettre sous forme de slide, hein, mais euh, c'est écrit noir sur blanc dans un article. Et également les TJM qui vont de 350 euros jour jusqu'à 1500 euros jour. Je peux même vous dire que je connais quelqu'un qui facture du 2000 euros jour sur du no-code. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des plateformes qui sont plus ou moins complexes à maîtriser. Et par exemple, un outil no-code comme Bubble, Bubble qui est... Alors, non, je vais pas passer tous les slides en vue. On va en rester là. Bubble qui est une des solutions que je vous ai montré dans l'infographie, qui a été créée par un Français qui est parti à New York pour faire ses levées de fonds. Bubble, c'est l'outil leader du marché. Ils ont levé 100 millions de dollars il y a 2 ans. Euh, et, euh, et la plateforme tourne très très bien. Bubble, pour l'apprendre, pour la maîtriser, cette plateforme, il faut une formation de 6 à 9 mois. Hein. Donc on est sur des outils, hein, qui font des choses très très complexes, qui gèrent le MCD, qui gèrent les workflows, qui gèrent tout ça. Pour apprendre ce genre d'outils, il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie, il faut vraiment être très motivé. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on la maîtrise, on fait des choses de manière remarquable. Bien sûr, vous pourrez faire des choses en une demi-journée, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous ne maîtriserez pas tout Bubble. Ça, c'est faux. Alors, pour moi, le must, hein, c'est d'être un ingénieur avec une compétence no-code, ou d'être un no-codeur ingénieur. Ça, c'est encore mieux. À ce jour, les grandes sociétés ne trouvent pas de profil Bac+5 et no-code. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans les formations. Alors, je vous ai dit que j'en fais à Télécom Paris, mais euh, c'est pas une formation où je peux tout leur montrer. Ok, donc ils ont un vernis, ils savent que ça existe, ils savent que ça peut être utile, donc ils vont pas rejeter le no-code d'emblée, mais pour autant, ils peuvent pas se prétendre des experts d'outils d'automatisation tels que Make ou Zapier et d'autres. Voilà. Euh, les premières formations sur le marché ont été mises il y a déjà quelques années, 3 ans, hein, pour les plus anciennes, et ces formations, elles ont attaqué le marché sous un angle qui me plaît pas du tout personnellement. Qui est réel, hein. Je nie pas l'existence de ce besoin, mais la manière dont ils ont attaqué le marché, c'est sur des reconversions, en disant on va vous former 3 mois, et en 3 mois, vous allez pouvoir faire des applications, on va vous reconvertir, vous avez raté vos examens de kiné, par exemple, ou je ne sais quoi, eh bien, peu importe, vous allez pouvoir rebondir et faire autre chose, et l'informatique recrute. Eh bien, c'est vrai qu'avec une formation de 3 mois, vous allez savoir faire des choses sur du no-code. C'est vrai que vous allez être performant sur du no-code. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas vu toute l'informatique classique et vous aurez du mal lorsque si vous intégrez une grande boîte, lorsqu'on va vous dire, eh bien, il faut t'interfacer avec telle autre application qui, elle, est en COBOL. Tu me fais une sortie vers l'ETL, tu m'organises les choses, il faut qu'il y ait des vacations à telle heure et à telle heure. Enfin bref, globalement, vous allez intégrer une grande structure et vous allez avoir besoin de faire dialoguer votre outil no-code avec un outil qui n'est pas no-code. Et bien ça, si vous n'êtes pas ingénieur, vous allez avoir un mal fou. C'est pas une reconversion de 3 mois qui va permettre à ce public d'y arriver. Donc là, vous avez un atout. Vous êtes sur une formation ingénieur. Vous êtes sur une formation euh, qui vous met sur les rails d'un bac+5. Un bac+5, une grande société est prête à le recruter, il n'y a pas de problème. Et en plus, un bac+5 qui connaît le no-code, mais c'est fantastique. Il connaît les nouvelles technos. J'ai personne qui connaît ces technos-là aujourd'hui sur le marché. Donc je suis obligé de prendre des ingénieurs qui veulent bien se reconvertir. Parce qu'en interne, bah, c'est la ressource que j'ai. Mais par contre, si j'ai quelqu'un qui a déjà été formé au no-code, bah, c'est lui qui va driver. C'est lui qui va dire, bah, voilà, les meilleures plateformes ou les plateformes que je connais qui sont efficaces pour résoudre ça, ça et ça, c'est Glide, c'est Adalo, c'est Bubble, c'est Make, c'est Zapier, etc. Donc c'est lui qui va avancer et qui va être force de proposition. Les grandes sociétés ont besoin de ça aujourd'hui. C'est indéniable et la preuve arrive dans quelques minutes. Alors, quand je vous disais que... oh là, il y a des fautes de frappe. Quand je vous disais que le no-code, aujourd'hui, est officiellement dans la course,
S'il y a un cabinet qu'il faut connaître quand on est dans le domaine de l'informatique, c'est le Gartner. Le Gartner, c'est le cabinet mondial qui évalue les solutions des plus gros acteurs. Les petits acteurs, ils les évoluent, enfin, ils ne les évaluent pas. Ils évaluent que les acteurs mondiaux. Donc, si vous êtes un Français, par exemple, et que vous avez une solution que vous déployez sur l'Europe, bah, tant que vous ne la déployez pas sur le monde, vous n'intéressez pas le Gartner. Donc, il faut la déployer sur le monde pour intéresser le Gartner. Le Gartner, c'est un cabinet de conseil, hein, un cabinet d'analyse informatique. Juste pour la petite histoire, la capitalisation boursière du Gartner est plus importante que la capitalisation boursière de la Société Générale. Vous connaissez Société Générale, vous devez connaître le Gartner, surtout dans le métier informatique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Gartner en matière de no-code, low-code? Alors, le code, ça s'écrit comme ça, hein, L-O-W, pas comme ça, hein. Là, il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé, on corrigera. Donc, il nous dit qu'il y a des plateformes qui sont dédiées aux grandes entreprises. Donc, on parle vraiment de plateformes no-code pour les grandes entreprises. Alors, je vous ai parlé de Appian. Appian, c'est une de celles qui a démarré il y a longtemps sur le no-code. Euh, une licence Appian, c'est 1 million d'euros par an, hein. Donc, il faut être une grande entreprise pour se payer ça quand même, ok? Pega, c'est cher également. Et si on regarde ici, alors ça se lit comment le Gartner? Bah, ici, c'est les conservateurs, c'est les choses qui sont un peu à la traîne. Et ici, à droite, c'est ceux qui sont en haut enfin, dans la tête du peloton. Et donc là, on voit Microsoft. Microsoft, et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, vous avez la chance à l'Estiam d'avoir accès à Teams. Dans Teams, vous avez tout un volet application en bas. Et dans ce volet application, vous avez notamment les outils no-code de Microsoft qui s'appellent les Power Platform. Ok. Eh bien, enfin, là, par contre, ne faut pas en faire grand-chose parce que l'outil que vous allez faire avec la Power Platform ne sera utilisable que dans l'AD de Microsoft, donc dans l'AD de l'SIAM. Donc, vous ne pourrez pas faire une appli puis la vendre au grand public, ça ne sera pas possible. Mais malgré tout, l'outil existe, hein, vous pouvez éventuellement le visualiser un petit peu. Donc tout ça pour dire que Microsoft est un acteur important du no-code aujourd'hui, oui, parce que c'est embarqué dans 365. Mais à côté, il y a d'autres acteurs qui sont encore plus en tête de liste, hein, que Microsoft, et notamment OutSystem. Et là, je vous ai mis une vidéo. Alors, je ne sais pas si elles sont, tant mieux, s'il n'y a pas le son, tant pis. Euh, et dans la vidéo, vous allez voir un certain nombre de présentations. Alors, je pense qu'il y a pas le son, parce que je ne suis pas sûr que ça passe. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il entend le son? Je l'ai stoppé pour qu'on me réponde. Bah écoute, pour l'instant, j'entends pas. D'accord. Bon, mais si tu l'entends pas, c'est qu'il n'y est pas, parce que ça avait commencé avec une musique dès le début. Donc, je vous montre OutSystem, ça dure 2 minutes, hein, 2 minutes 14. Euh, je vais prendre la peine de tout défiler, parce que là, vous avez un système complet du début jusqu'à la fin, no code. Donc, dans ce système-là, vous allez voir des choses qui sont un MCD, vous allez voir des workflows, vous allez voir des enchaînements de tâches, etc. Et tout ça, c'est une plateforme no-code. Alors, c'est pas la plateforme no-code qu'on utilise en cours parce qu'elle vaut cher, hein. La licence minimale, c'est 30 000 euros par an, d'accord, à OutSystem. Et encore, ils l'ont divisé par 3 parce que c'était 100 000 l'an dernier. Mais voilà, elle fait des choses. Et ces choses-là, elle les fait très bien. Et OutSystem, c'est une des plateformes qui est utilisée à la Société Générale, par exemple. Donc là, ils expliquent que ça fait à la fois des applis web et des applis smartphone. Ils expliquent qu'ils peuvent gérer jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs. Et là, vous avez vu le modèle de données. Là, vous voyez un enchaînement de tâches. Par-dessus, vous pouvez mettre des workflows. Et par-dessus, vous faites le design de votre application. Tout ça, c'est intégré. Et vous l'avez vu, ça fait un seul bloc. Et vous pouvez
corriger votre workflow, ça viendra corriger le code directement et vous pouvez republier votre application. Là, on y met du JavaScript dans le code dans le no-code directement, en code du JavaScript. Et tout ça est complètement interfaçable avec toutes les applications, vous voyez, Salesforce, Microsoft, SAP, etc. Et vous pouvez publier votre application. Quand vous la publiez, en un clic, vous pouvez la diffuser sur l'Apple Store ou le Google Play. C'est juste un clic de plus. Bien sûr, il faudra payer sa licence pour ça. Voilà. Et donc là, bon, on va s'arrêter là, mais globalement, c'est un outil qui est complètement intégré et c'est un outil qui vous permet d'avoir la maîtrise complète de A à Z de tout le processus de construction. Donc là, il vous parle de versionning dans l'écran qu'on a vu. Voilà, donc le versionning et la publication d'applications et le travail à plusieurs sur un projet, tout ça, c'est complètement porté la plateforme en elle-même. Donc on est sur des choses qui sont des choses industrielles. Là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. On est vraiment sur de l'outil pensé pour des grandes échelles. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais ça vous montre un petit peu le contexte. Ceux qui m'ont eu en cours ont vu avec moi des outils beaucoup plus basiques. Si vous rejoignez une grande société, ben, vous aurez une formation sur ce genre d'outils. Mais le fait que vous ayez déjà une sensibilité au no-code va être un plus pour l'entreprise qui vous embauche. Parce que cette sensibilité au no-code, c'est quelque chose qui vous donne des réflexes. Vous savez que bah, ça, vous allez pouvoir le faire par API, une API, ça fonctionne de telle et telle manière, etc. Donc c'est très très important d'intégrer ce genre de choses. Et donc, concrètement, les entreprises ont besoin de ces profils. Donc, les entreprises recrutent. Hop, il faudrait que je l'arrête, mais je sais pas comment. Passer au slide suivant. Voilà. Donc, le slide suivant, c'est la conclusion. Et après, je voudrais bien qu'il y ait des questions-réponses pendant un petit quart d'heure, s'il m'en reste du temps. La conclusion, c'est que les DSI ont besoin de gagner en productivité. C'est indispensable. Elles se font challenger par leur direction générale. L'informatique coûte très cher. Donc, il faut vraiment produire et produire plus et pour moins cher. Le no-code, low-code, c'est la technologie la plus aboutie pour répondre à ce besoin. Donc, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il va y avoir une vraie vague de recrutement sur ce genre de profil. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Ça, j'ai fait la capture d'écran il y a 1 heure et demie. Là, vous avez une annonce de Total qui recrute un no-code, un profil no-code. Là, c'est Fujitsu qui recrute un profil no-code. Solantis, etc., etc. Donc, enfin, vous avez ça, vous avez un site également sur les jobs no code. Là-dessus, je sais que la Banque Postale publie quelques offres de temps en temps. Il faut être bien sûr au bon moment parce que dès qu'il y a une offre, elle est prise d'assaut. Mais voilà, le sujet existe et le sujet est en pleine croissance. Alors, euh, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Phrase de Stephen Hawking, que vous connaissez sans doute. Donc, l'adaptation, c'est le propre de toute société. L'adaptation, ça doit être le propre également de tout informaticien. Donc, c'est à vous de détecter les nouvelles technos. C'est à vous de vous dire, je veux me positionner, et c'est à vous de dire, c'est le moment d'y aller. D'accord? Et personne ne le fera à votre place. Donc, n'hésitez pas à bouger et à y aller. Je crois que j'ai oublié quelques slides. Je vais sortir du mode plein écran parce que j'ai un ou deux slides qui n'ont pas été présentés, il me semble. Euh, Ah non, je vous les présente en live, pardon. Je vais directement sur les sites web pour présenter ça. Par contre, j'ai la barre de partage de... Hop, voilà. Alors, vous connaissez BNP. BNP a été dirigé par Monsieur Pro, P-R-O-T. Son fils a créé une banque qui s'appelle Conto. Vous connaissez peut-être Conto. Conto, c'est la première banque aujourd'hui qui a ouvert complètement son SI au no-code. Donc voilà l'interface no-code de Conto. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire en no-code?
avec Conto, ben, vous pouvez ajouter une pièce jointe, vous pouvez créer un client, vous pouvez créer une facture, vous pouvez faire un transfert, vous pouvez créer une équipe, mettre des membres dans cette équipe, etc., etc., faire un transfert interne, enfin bref, vous pouvez tout faire. Donc, on peut complètement piloter sa banque par nos codes. Ok. Alors, bien sûr, faut savoir ce qu'on fait, hein. Mais c'est juste pour vous montrer que euh, le secteur bancaire a pris les devants. Là, Oui, on est avec le... je Pardon? te coupe 2 secondes. En fait, là, on voit que ton écran avec la tête de Stephen Hawking. On voit pas le... Ah, d'accord. T'as bien fait de me couper. Voilà. Alors, comment je peux partager ça? Alors, je vais arrêter le partage et le refaire parce que je vois pas d'autres boutons sur l'écran. Ok, ok. Voilà. J'arrête et je le refais. Voilà. Alors, donc là, je suis sur un site qui s'appelle Make. Make, c'est un site, vous l'avez vu dans les icônes peut-être que je vous ai montré, de l'écosystème no-code. C'est une plateforme qui vous permet de relier des systèmes no-code entre eux. Ok. Donc, à partir du moment où vous avez plus qu'un système no-code, soit les deux systèmes ont mis les liens pour discuter directement entre eux, soit ils n'ont pas mis les liens pour discuter entre eux, et à ce moment-là, on passe par un outil no-code qui va faire le ciment entre les plateformes no-code. Make est l'outil qui fait ce ciment. Make interface aujourd'hui 1800 plateformes no-code entre elles. Donc, par exemple, je peux faire mes slides PowerPoint en no-code directement. Ça marche. Ok. Je peux programmer mes slides à la volée. D'ailleurs, enfin, je pourrais vous passer une adresse pour ça. Euh, pour vous montrer un test. Je vois qu'il y a 21. il y a- oui, s'il y a des questions dans le chat, tu me le dis. Oui, Parce oui. que, je regarde pas le chat. Alors, concrètement, Conto, une banque moderne, qui ne s'adresse que aux entreprises, hein. C'est une banque pour les entreprises, pour les petites et moyennes entreprises, a prévu du no-code pour tout faire en automatique. Donc, c'est complètement intégré. D'accord? Alors, je ne sais pas si je change d'écran, si ça va suivre. Euh, est-ce que là, l'écran a suivi en partage? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, c'est un titre, par exemple, où je vous dis que la French Tech est à l'avant-garde sur le no-code. Eh bien, c'est un point que je ne vous ai pas signalé, mais la France est le leader mondial du no-code. On peut dire qu'il y en a deux, il y a les US et la France, mais vraiment, la France est très en pointe sur le no-code. Donc, si en plus vous faites une formation no-code en France, bah, sur le marché, ça vaut quelque chose de plus important que si vous la faites en Belgique ou ailleurs. Parce que la France est une référence en matière de no-code. Ok. D'ailleurs, le Slack No Code France, c'est le plus gros Slack qui existe. Euh, Après, je voulais vous parler également, vous montrer. Alors, zut, on va faire ça comme ça. Euh, un salon, le salon qui est le DIMS, qui a lieu très bientôt, donc enfin, qui a eu lieu, hein. C'était la semaine précédente. Et quand vous regardez le programme de ce salon, ok, bon, il y a tout un programme. Et quand vous regardez le programme, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous regardez code, ça parle de low code, ça parle de no code, de low code. Enfin bref, je vais passer en revue, mais vous allez voir, il y a du jaune partout, quoi. Il y a du jaune partout. Ok? Donc le no code, c'est le sujet, hein. Et quand vous regardez les membres de cette association, j'ai la barre de Zoom qui me cache une partie de l'écran, c'est assez désagréable. Je sais pas si je peux virer. Voilà. J'espère que ça ne reviendra pas. Euh, donc, ce que je vous disais, c'est que
cette association réunit ce séminaire, hein, ce summit, est organisé par une association qui s'appelle, je crois que c'est l'AMI. Alors, c'est quoi l'AMI? C'est Maker. Ça, je sais que c'est Maker. Alors, attendez, j'ai un petit pense-bête. J'ai récupéré un petit pense-bête dans les choses que j'ai ouvertes et que j'ai pas eu le temps de coller. Euh, voilà. En fait, voilà. DIMS, c'est un salon. Et cette personne que vous voyez là, Yann Barthélémy, c'est un ami à moi qui a repris le flambeau sur le no-code à la Société Générale, qui est président de l'association AMI. Eh bien, en tant que président de l'association, il a remis un prix No Code Low Code lors du salon DIMS. Ok, c'est juste pour vous faire comprendre que Société Générale, président de l'association, qui réunit 8000 personnes de l'informatique, hein, donc il y a toutes les boîtes, hein, quand vous regardez les membres ici, qui sont présents, qui sommes-nous? Le conseil stratégique, vous allez voir. Alors, vous reconnaissez, alors, là vous le voyez avec moins de, avec plus de recul, c'est Yann hein, qui est là. Et en fait, le conseil stratégique, ça réunit des gens de L'Oréal, de Caisse des Dépôts, de Arcelor, de Casino, du CEA, du Crédit Agricole, de l'INRIA. INRIA qui est un sujet important quand on fait de l'informatique, hein. C'est l'Institut de recherche de l'informatique en France. La BNF, ADP, Enedis, Électricité de France, SNCF. Enfin, ouais. En gros, il y a du beau monde, du très très beau monde, ok? Et Yann est le président. Et le sujet qui a été le sujet à l'ordre du jour en 2024, donc il y a 2 semaines, même pas, une semaine, c'était le no-code. Et quand vous regardez les publications, parce qu'ils font également des publications, euh, la publication qui est en tête de liste, hein, c'est le no-code. Ok. Et il y en a une autre qui est annoncée pour mai, qui est les cas d'usage. D'accord? Donc, c'est devant l'IA, c'est devant l'IA, enfin, les IA créatives, c'est le premier sujet. D'accord? Donc, quand je dis que ça réunit 8000 décideurs de la tech, là, vous le voyez, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Donc, très, très concrètement, le sujet est d'actualité, le sujet est chaud, brûlant. C'est quelque chose qui ne va faire que grossir dans les années qui viennent. J'avais deux, trois, voilà, le bond du marché là est 25% en 2023. Donc ça, c'est l'annonce du Gartner. On va passer quelques onglets comme ça en revue. Là, vous voyez BPCE qui a dévoilé son architecture de plateforme Big Data. Et qu'est-ce qu'on y voit à la fin? C'est pour le déploiement de l'outil de développement no-code Power Platform. Ok. Donc, du no-code et de la Big Data. Là, on vous dit que 70% des applications utilisées d'ici 2025 seront développées en no-code. Ok. Euh, enfin, il y a vraiment, vraiment un engouement sur le sujet. Donc, il y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la chance de vous trouver à l'ESTIAM. Et l'ESTIAM a décidé d'investir sur le no-code, d'où la formation qui vous est présentée de Power Builder no-code au sein de l'ESTIAM. S'il y a des questions, je vous laisse la parole. Je suis très bavard, j'ai un peu dépassé, euh, mais je répondrai à toutes vos questions. J'ai rien derrière, donc on peut y aller. Apparemment, on n'a pas de questions. Euh, Alors, on a une question de Freddy qui veut savoir si le no-code fait-il la différence entre les langages.
Par exemple, développer une application en tel ou tel langage. Alors, euh, chaque plateforme a sa logique. Donc, on ne peut pas prendre un outil qu'on a développé sur une plateforme et le mettre sur une autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, on peut apparenter, enfin, on peut faire le lien avec les langages. Un développement qu'on aurait fait en C ne fonctionnera pas en Pascal, etc. Ok, ou en Python. Alors, il y a des choses qui ressemblent, il y a des choses qui ressemblent moins. Donc, il y a effectivement enfin, une ségrégation par plateforme. Après, dans chaque plateforme, euh, elle est ou non ouverte au coding. Elle est ouverte au coding à certains langages. Donc, elle va être ouverte au coding au JavaScript, au HTML, hein, au CSS, etc. D'autres non. D'autres, ça va être d'autres langages. En général, c'est plutôt enfin, des langages classiques qu'on trouve dans le web, hein, donc du JavaScript ou du Java. Voilà. Voire des requêtes SQL. Pour votre information, j'ai pas le droit de dire le nom de la société, mais je travaille pour une banque internationale, hein, que j'accompagne dans la reprise d'un code qui a été fait en VB, 10 ans de code, 1,3 million de lignes de code en VB. On transforme tout ce code en VB qui n'est plus maintenu, hein, le VB n'est plus maintenu par Microsoft, c'est du VB6. On transforme 1,3 million de lignes de code en un an et demi, et c'est une équipe de 3 personnes. Donc ça carbure, ça va vite. Là, dans cette plateforme no code, on peut insérer du JavaScript et des requêtes SQL. Voilà. Après, c'est propre chaque plateforme va avoir ses spécificités. Après, il y a des plateformes qui vous permettent de récupérer le code. Vous payez une option et vous avez le droit de faire votre application en no code et de récupérer le code. Donc, en fait, vous passez du no code au code et là, vous faites ce que vous voulez avec le code. Si vous voulez mettre enfin, si vous voulez vraiment le transformer, vous pouvez le transformer. Par contre, bah, vous perdez le support du no-code. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ben, je vais le laisser le dire dans le chat. Entre-temps, on a eu d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir le PPT à la fin. Oui, bien sûr. Je vais corriger les deux, trois erreurs que j'ai glissées et je l'envoie. Il n'y a pas de problème. Alors Freddy nous dit que tu as répondu à la question. Alors, on a une autre question. Alors, je lis en même temps. On vient de commencer un cours en RPA avec UiPath. Je voudrais Oui. savoir si c'est du no-code. D'une certaine manière, UiPath est considéré comme une plateforme no-code, oui. Ok. Alors, on a une autre Mais enfin, question. après c'est difficile de dire non parce que tous les éditeurs ont intégré, ou beaucoup en tout cas, ont intégré des possibilités no-code dans leur outil. SAP, par exemple, a intégré du no-code dans sa plateforme, alors qu'à la base, c'était pas du no-code. Voilà. Donc, voilà. UiPath, oui. D'ailleurs, UiPath est dans le tableau, dans pas mal d'infographies no-code. Ok. Alors, on a une autre question. C'est quels sont les défis de sécurité associés aux applications no-code? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, les plateformes dont je vous ai parlé, enfin, les plateformes dont vous entendrez essentiellement parler sont des plateformes grand public sur le no-code, parce que c'est celles-là qui se sont fait connaître en premier. Sur les plateformes grand public, on peut effectivement avoir quelques réticences et quelques inquiétudes sur la sécurité. Bon, malgré tout, par exemple, sur Glide, il y a plus d'1 million d'applications qui tournent aujourd'hui, et j'ai pas eu vent qu'il y ait eu le moindre souci. Par contre, il faut bien lire et comprendre les messages de Glide, parce que Glide vous dit attention, si vous utilisez cette fonctionnalité-là, vous allez avoir éventuellement ce risque-là. Voilà. Donc, ils ont bien verrouillé, ils ont bien protégé, ils ont bien mis les garde-fous si jamais on franchit certaines limites. Mais globalement, la manière la plus simple, c'est de prendre des plateformes on-premise. Voilà. C'est ce que font les banques.
clairement. Hein. Une banque va être réticente pour aller sur une plateforme en cloud et va plutôt discuter avec l'éditeur pour l'installer dans son cloud privé. Et donc, en gros, la plateforme ne sera pas utilisable depuis l'extérieur et vous allez avoir une sécurité qui sera assurée par la gestion de la bulle cloud propre à l'entreprise. Donc, dans le secteur bancaire, c'est ce qu'on fait en général. On prend un système out système et on le négocie pour qu'il soit installé chez nous. Pareil. Voilà. On fait du Microsoft en l'installant chez nous. Voilà. Donc, globalement, la sécurité, elle sera mieux gérée si elle est dans du local, dans du on-premise. Maintenant, les plateformes font officiellement le nécessaire pour avoir un ensemble qui est cohérent et qui est sécure. Euh, c'est là d'ailleurs tout l'intérêt d'être sur des plateformes comme OutSystem, par exemple, où tout est à un seul endroit. Donc ils maîtrisent tout et ils peuvent pas dire c'est la faute de tel module que vous avez interfacé. Non, là il y a tout dans le package. Ok. Alors, une autre question qui est pas mal, c'est est-ce que le fait de faire du no-code ne rend pas paresseux quant à la capacité de développer les applications? Et cette même personne demande si c'est pas mieux d'apprendre à coder avant de commencer à faire du no-code. Alors, euh, je pense que c'est bien d'apprendre à coder avant, effectivement, de comprendre ce que c'est que un algorithme, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une boucle, etc., de savoir faire des requêtes SQL. La chose qui pour moi est indispensable, c'est le modèle conceptuel de données, le MCD, en troisième forme normale, j'insiste. Donc la normalisation des bases, c'est une clé de voûte de toute bonne appli. Et de ce point de vue-là, oui, je rejoins la personne qui a levé ce point. Oui, apprendre à coder avant, c'est bien. Est-ce que ça rend paresseux? J'ai envie de dire non. Je pense que ça rend courageux parce que quand on apprend une plateforme, il faut en apprendre une autre, il faut en interfacer avec encore une autre, etc. Et par exemple, en deuxième année, on a fait des use cases interfacés avec trois ou quatre plateformes. Pour vous en donner un, qui est un use case possible, vous, euh, vous avez des newsletters dans votre messagerie, vous n'avez pas le temps de les lire, vous faites un programme. Alors, je dis programme parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais c'est un programme no-code. Vous faites un programme no-code pour aller repérer les newsletters dans votre messagerie Gmail, par exemple. Vous les prenez, vous les résumez, vous les changez en MP3 et vous vous envoyez un MP3 pour les écouter dans votre Walkman euh, au lieu de les lire. Et ça, il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure à le faire. Voilà. Donc, sans aucune ligne de code. Donc ça, c'est un exemple d'outil no-code qu'on peut faire à la fin du cours de deuxième année. Euh, il y en a une autre personne qui se reconnaîtra peut-être, de Bourges, qui a interfacé sa montre lorsqu'il prend sa montre pour faire du sport. Ça lui sort une consommation de calories, mais il fait pas du sport pour maigrir, il fait du sport pour être performant. Et donc, à la fin de son exercice de sport, la consommation de calories a été réceptionnée. Le process no code va donc ensuite interroger par exemple ChatGPT pour avoir trois menus qui permettent de récupérer le nombre de calories qu'il a perdu avec un repas équilibré. On peut au passage éventuellement suggérer certains aliments parce que c'est ça qu'il y a dans le réfrigérateur. Et tout ça, on le fait en séance et ça a pris peut-être une heure et demie à la personne qui l'a fait. Allez, on va arrondir à 2 heures. Si elle est au bout du fil, si elle est là et si elle m'entend, mais enfin, il n'y a pas de problème pour qu'elle prenne la parole et qu'elle dise le niveau de difficulté qu'elle a ressenti en faisant ça, quoi. Mais, objectivement, c'est faisable. Et on n'avait jamais interfacé la montre avec un autre outil. On, enfin, on l'a appris en live. Quand je dis on, c'est même pas moi, c'est l'élève l'a appris en live parce que c'est lui qui l'a fait. Ok, bah, s'il est là,
Il va se manifester. Alors, on a une autre question, enfin, que je vais essayer de traduire pour plus de simplicité. En fait, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi les entreprises paieraient pour avoir des gens qui font du no-code, pour des applis qui sont créées relativement facilement et qui ne sont pas contrôlées à 100%. Alors, il y a des affirmations que je ne valide pas. Mhm. Euh, il y a différents points. Tu peux reposer ta question, je prends les points un par un. Alors, je vais lire carrément la question. Parce qu'il dit qu'il n'a pas compris pourquoi une entreprise paierait une personne pour un système facile à apprendre où les applis créées avec ne sont pas contrôlées à 100% et dont les compétences peuvent s'apprendre en très peu de temps. J'invite cette personne à aller sur un des outils no-code dont il a vu la liste et qui commence à l'apprendre. Euh, Par exemple, Bubble, il faut 9 mois de cours, 9 mois d'apprentissage pour le maîtriser. Donc, c'est pas simple. 9 mois, prendre quelqu'un, le payer, et en plus payer le formateur pendant 9 mois, ça fait un budget. Si la personne elle est déjà formée et qu'elle sait utiliser ce genre d'outils, c'est autant de gagner. Si elle ne sait pas utiliser ce genre d'outils, mais si elle comprend l'esprit et la culture no-code, c'est autant de gagner aussi. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont personne qui connaît le no-code. Donc, elles sont obligées soit d'apprendre d'elles-mêmes, soit de prendre des freelances pour faire pour eux. Et une fois Mhm. que le freelance est parti, il n'y a plus personne qui maintient. Donc, en général, une application, il faut la faire vivre. Voilà. Donc, bah, c'est une rente pour le freelance, hein, très bien, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça que les entreprises veulent avancer. Aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, c'est la productivité. On va être, je vais être clair et direct. Lorsque j'étais responsable de la stratégie digitale de la Société Générale, il y a eu un grand programme pour déployer de l'approche agile, hein, du Scrum dans toute la banque. Ça coûte enfin, ça dépasse la centaine de millions d'euros, ce genre de réorganisation. La productivité n'était pas au rendez-vous, clairement pas. Ok. Et pourtant, la direction a mis comme enjeu de gagner en productivité. Hein, c'est ce que la direction générale demande à l'informatique, qui coûte toujours très cher. D'accord? Donc là, si on a une techno qui permet de gagner en productivité, eh bien, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre avec les deux orthographes. Il faut L apostrophe apprendre, et puis il faut LA prendre. Donc il faut prendre cette techno et il faut l'apprendre. Et cette techno, elle est différente plateforme par plateforme. Donc ça veut dire que déjà, il faut peut-être commencer à estimer de quoi on a besoin. Si vous avez besoin d'IA, si vous avez besoin de big data, si vous avez besoin je sais pas moi, d'avoir des écrans qui sont utilisés à la fois par vos clients et par vos salariés, bah, les architectures et les plateformes ne sont pas les mêmes. Donc c'est une vraie spécialité. Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous avez des architectes, mais qui connaissent pas les plateformes. Et vous avez des gens qui sont spécialisés sur les plateformes qui connaissent pas les sujets d'architecture. Donc finalement, il faut mettre deux personnes autour de la table pour faire avancer un sujet. Euh, Là, clairement, si vous avez manipulé des plateformes no-code, forcément, vous êtes sensible aux API, vous êtes sensible aux architectures. C'est pas possible autrement. Donc vous avez une sensibilité architecture, une connaissance produit qui fait que vous allez gagner du temps et faire gagner du temps à l'entreprise. Enfin, je le redis, hein, euh, si les entreprises y vont, c'est parce qu'elles ont un intérêt à y aller. Et leur intérêt, c'est la productivité. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi les entreprises font du no-code s'il n'y a personne derrière pour en se retenir, ou pour travailler dessus, quoi. Ben non, c'est pas comme ça qu'ils y répondent. C'est on va former des équipes no-code Mm. et on va faire en sorte que nos codeurs deviennent des no-codeurs. Ok.
Alors là, on a une autre question, c'est la dépendance vis-à-vis des plateformes low-code n'est-elle n'est-elle pas un handicap pour les grosses structures dont leur SI dépend d'une plateforme codée? Alors, je vois ce qu'il veut dire. Globalement, oui. Quand on signe avec Microsoft, on n'est pas avec Google. On a signé sur Excel, on n'a pas signé sur Spreadsheet Google. On est dépendant de Microsoft. Quand on signe sur OutSystem, on n'est pas sur Appian. On est dépendant de OutSystem. Oui, c'est un fait, effectivement. Après, il y a des plateformes qui nous permettent de récupérer le code source. Et avec le code source, on peut éventuellement s'en sortir. Euh, mais oui, c'est indéniable. Donc ça, la question, il faut la voir autrement, c'est est-ce que la consolidation du marché va se faire? Est-ce que des plateformes vont en racheter d'autres? Et globalement, on va se retrouver avec une dizaine d'acteurs clés et on aura le choix parmi cinq leaders et cinq outsiders. Euh, dans le monde de l'entreprise, je pense que c'est ce qui va se passer. Dans le monde du grand public, pas tout de suite, pas tout de suite. Euh, Objectivement, il y a eu des offres qui sont passées. Les plateformes ont refusé de se faire racheter, notamment par Google. Google a essayé d'en racheter une. C'est un non catégorique. Et vu que le capital est détenu par les fondateurs encore, voilà, Google n'a pas pu arriver à la racheter. Donc aujourd'hui, il y a, il y a vraiment une dépendance, effectivement, c'est clair. Elle n'est pas problématique hein, lorsqu'on est une grande entreprise parce qu'on aura les moyens de négocier et c'est toujours une sécurité. Hein. Par exemple, lorsqu'on négocie avec un éditeur, on négocie que si l'éditeur fait faillite, on récupère le code source de l'éditeur. Et donc, on devient propriétaire de la plateforme, de l'éditeur, même s'il a fait faillite. Donc, ce genre de choses, c'est négocié dans tous les contrats. Quand on est un particulier ou quand on est une petite boîte et qu'on a fait l'investissement de faire un outil sur une petite plateforme, on n'aura pas cette capacité à négocier. Donc, pour un petit, ça sera plus dur. Et donc, c'est important de choisir le bon outil. Alors, la dépendance, elle est aussi ailleurs. Je vais mettre le point sur ce qui fait mal. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde Glide, par exemple, Glide, il y a 5 ans, avait une proposition gratuite pour découvrir l'outil qui existe encore, mais on pouvait faire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, ils ont restreint. Et le premier plan payant de Glide était à 9 dollars par mois. Après, il est passé à 19, puis à 29, puis à 39. Aujourd'hui, il est à 49 par mois, le premier plan payant. Donc, on est effectivement contraint de payer si on veut continuer à utiliser la plateforme et si on veut garder les outils qu'on a bâtis sur Glide. Euh, Sinon, on est coincé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des plateformes open source qui commencent à voir le jour. Donc, il y a des grosses plateformes open source no code qui commencent à apparaître. Et c'est une voie qui est intéressante parce que là, la dépendance, elle saute complètement. Ok, Par exemple, euh, une plateforme no-code gratuite d'interfaçage qui est utilisée par certaines entreprises parce qu'elle est gratuite et qu'elle est open source, c'est N8N. Donc la lettre N, le chiffre 8 et la lettre N. N8N, c'est une plateforme qui est peu ou prou dans le même esprit que Make et Zapier. Donc on interface des outils entre eux, on gère les API. Eh bien, voilà, on a moyen avec ce genre de plateforme d'avancer et d'être tranquille. On a notre propre plateforme, elle est open source, donc on n'aura pas de raquettes. Par contre, par exemple, il y a des plateformes qui sont des plateformes grand public qui ont accepté de négocier avec des grands groupes et de livrer leur code et de l'installer on-premise. Euh, Par exemple, c'est le cas de Make. Make est une plateforme. Ils l'ont sorti de leur offre aujourd'hui, mais il y a 2 ans, ça s'appelait Integromat. Il y a 2 ans, c'était, je crois que c'est roumain à la base. C'était racheté par les Allemands, donc c'est une plateforme européenne, Make. Et le- à l'époque où ça s'appelait Integromat, ils avaient une offre où on pouvait prendre Integromat on-premise. Voilà.
Je ne sais pas si Make continue à le faire. En tout cas, ceux qui avaient Integromat peuvent garder Integromat et faire leur interfaçage. Il y a franchement que le nom qui change, hein. Parce que même dans les API, la doc, c'est la doc d'Integromat. Et dans les API, les appels que vous faites, hein, vous demandent de passer comme paramètre Integromat. Ok, là, il n'y a plus de... Ah si. Oui, non, il y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Et vu qu'il y a l'autre intervenant qui va arriver derrière. Il faut que les gens prennent le temps de déjeuner. Et moi aussi. Ok. Ok, Merci. J'enverrai les slides après avoir fait les corrections et tu pourras les diffuser, Ludovic. Ok? pas de problème. Merci pour ton intervention, c'était relativement sympa. Du coup, ben, à tous les étudiants, je vous dis rendez-vous à 13h30. Et allez vous inscrire sur le parcours no code de l'école, surtout. Oui, Voilà. voilà. Et parlez-en autour de vous également. Mm. Merci. Au revoir. À très bientôt.